Bon, bah écoute, vas-y, Alors, Mario, je t'écoute. j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer, dans les conditions qu'on a, de présenter l'activité test de Moodle, en fait, qui permet de mettre en place des évaluations avec correction automatique. Avant de démarrer la partie, comment dire, méthodologique opérationnelle, je fais un petit retour sur les évaluations euh, pour qu'on est tous d'accord sur les concepts de base. Et donc, d'un point de vue chronologique, il faut dire que on peut évaluer avant le démarrage d'une formation, et dans ce cas, on parle d'une évaluation diagnostique. On peut évaluer pendant la formation, on parle donc d'évaluation formative, dans ce cas, qui est souvent une forme de auto-évaluation qui est laissée aux étudiants. Et on peut évaluer à la fin de la formation. Et donc, pour faire un bilan de la formation, ça s'appelle une formation certificative ou sommative ou normative. Un autre concept important que je voulais souligner avant de démarrer est que l'objectif de chaque évaluation, peu importe le type de l'évaluation, est de collecter des données, des informations qui sont normalement collectées sous forme, enfin, en quoi consiste l'évaluation? C'est une forme de comparaison entre une situation observée et une situation attendue. Et donc, suite à cette observation, on peut prendre une décision. Par exemple, pour une décision de type, pour l'évaluation de type formative, en fonction de la rétroaction qui est obtenue par l'étudiant qui s'est auto-évalué, c'est lui-même qui décide de réviser ou de passer à l'argument suivant ou de demander de l'aide. Pour une évaluation qui est de type sommatif, c'est souvent l'organisme de formation qui prend la décision d'admettre l'élève à l'étape suivante, au palier suivant ou à la classe suivante. Et souvent, ça, c'est automatisé. C'est-à-dire qu'on fait un jury de fin d'année, on vérifie que l'élève a eu, je sais pas, 14, et la décision qui est prise associée à ce résultat, et c'est bon, tu peux partir en deuxième année de licence, par exemple. OK? Donc ça, c'est le prérequis que je voulais rappeler, parce qu'en fait, les exemples concrets que je vais montrer plus tard, je vais voir comment un test peut être détourné de façon à prévoir une évaluation sommative ou plutôt une évaluation formative. Ok, merci. Jean-François, tu peux avancer d'une diapo. Ok, donc parmi les différents items d'évaluation qu'on peut trouver sur n'importe quelle plateforme pédagogique, et dans ce cas de la plateforme pédagogique Moodle, la évaluation avec correction automatisée présente des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage qui est plus important est que justement le fait qu'on pourra automatiser la correction, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps à faire des corrections de travaux. Le deuxième avantage, que si on a un nombre suffisant d'items de questions, on pourra couvrir une large partie du programme. Et d'un point de vue pédagogique, et ça c'est quelque chose que je vais montrer plus tard, il y a une certaine richesse de feedback, même s'ils sont automatisés, et on pourra proposer plusieurs options de révision. Par contre, les inconvénients, c'est le temps nécessaire qu'il faut pour créer un grand nombre de questions, mais une fois que vous avez commencé à créer des questions, vous pouvez facilement les exploiter d'une année sur l'autre. Et les types d'apprentissage qu'on pourra évaluer avec un test à correction automatique. Donc, ce genre d'outil est conseillé pour
évaluer les apprentissages de type mémorisation et compréhension. Il est moins conseillé s'il faut évaluer la capacité des élèves de analyser, synthétiser ou toujours dans ce genre d'esprit, d'évaluer les productions des autres, par exemple, etc. Ok, Jean-François. Donc, si on passe à la partie un peu plus méthodologique, je voulais vous montrer l'activité test en 3 étapes. Tout d'abord, il faut créer et paramétrer l'activité. Une fois qu'on a fait ça, il faut passer à la création de questions. Et donc, on va faire 3 items de questions, la question de type appariement, la question de type vrai-faux et une question de type choix multiple. Et à la fin, on a fait le test, on a rempli de questions, on le propose aux étudiants. Et donc, on va voir comment proposer le test pour une évaluation qui est plutôt certificative ou diagnostique, il y a peu de différence, ou pour une évaluation qui est plutôt formative. Merci, on peut avancer. Donc là, il faut, Jean-François, jongler avec mon cours. Tout est préparé, heureusement. Donc, on va passer, tout d'abord, il faut passer en modalité édition. Donc, si on passe en modalité édition, il faut ajouter une activité aux ressources. Dans ce cas, on ajoute une activité de type test, qui est celle-là. Mais je l'ai déjà fait, hein, donc ça, c'est juste, tu peux annuler, Jean-François. On va plutôt voir comment il est fait le test. Donc, tu entres dans la tuile 1. Et donc, on est en modalité édition. Tu peux aller sur modifier et paramètres. Voilà, donc paramétrage, les paramètres généraux. Tout d'abord, comment s'appelle le test? J'ai dit qu'on l'appelle test webinaire du 2 avril 2020. La description qui n'est pas obligatoire. Après, on passe au paramètre temps. Et donc, il faut établir à partir de quelle date et jusqu'à quelle date le test est disponible. Mais si on coche rien du tout, il est toujours à disposition des étudiants. Et autre chose qu'il faut faire, le temps disponible, c'est-à-dire combien de temps les étudiants ont pour finaliser le test, pour terminer le test. Et paramétrage qui est lié à ça, qu'est-ce qu'il se passe si l'étudiant est en train de faire le test? Qu'est-ce qu'il se passe si le temps imparti échoue? Et donc, si le test est envoyé automatiquement, ou alors si on prend en compte la dernière tentative complétée, etc. Bon, c'est des choses qu'il ne faut pas trop modifier. Donc, pour ce qui concerne la note, il faut établir ici quelle est la note pour passer. Donc, on n'a pas fait de catégorie de notes. Donc, la note pour passer, moi, je me adapte au barème qu'on trouve en France. Donc, la note pour passer est 10. Et du coup, je dois me rappeler que la note globale du test sera de 20. Donc, après, combien de tentatives sont autorisées? On peut dire une seule fois, ou illimité, ou 10, enfin, on peut choisir. Et quelle est si on donne la possibilité de envoyer plusieurs tentatives, qu'est-ce qu'on prend en compte? La moyenne, la première, la dernière ou la note meilleure? Donc là, d'habitude, je ne touche pas trop, je laisse toujours sur la note plus haute. Après, il y a des options de mise en page. Donc, moi, j'ai prévu pour aujourd'hui un test en 3 questions. Et donc, j'ai dit mise en page, une nouvelle page, toutes les 3 questions. Normalement, il faut éviter de faire une nouvelle page pour chaque question. C'est-à-dire que les étudiants doivent répondre aux questions et cliquer sur aller à la prochaine, avancer d'une page. Donc, d'un point de vue ergonomique, c'est pas trop conseillé. Et
Et c'est plutôt toutes les 5 questions, tous les 10 questions ou des choses comme ça. Donc, après, pour ce qui concerne le comportement des questions et les options de relecture, c'est quelque chose qu'on voit plus tard, lorsqu'on décide de comment mettre en place le test, si c'est un test formatif ou normatif. Il y a aussi d'autres critères comme l'apparence, qui ne sont pas très importants. Donc, s'il y a un avatar, s'il y a des décimales dans les notes ou des choses comme ça. On peut établir des restrictions supplémentaires sur les tentatives. Donc, tout ce qui est là-dedans, restrictions supplémentaires sur les tentatives, c'est plutôt comment dire, des astuces pour éviter la triche. Donc, il faut qu'ils aient un mot de passe pour faire une tentative, ou alors c'est limité par adresse IP, ou alors c'est limité, il faut un temps minimal entre une tentative et l'autre. Ça, tu les vois dans Afficher plus, Jean-François. Voilà, il y a un délai imposé entre les différentes tentatives. Sécurité du navigateur, c'est aussi quelque chose pour éviter la triche, donc pour éviter qu'ils aillent consulter des pages externes pour enfin, trouver les informations. La dernière chose qu'on voit dans le paramétrage du test, c'est le feedback global qui est plus en bas. Et donc ça, c'est un feedback qui est lié au score global du test. Moi, j'ai prévu 3 niveaux. Donc, si tu descends un peu de 0 à 50, qu'est-ce que j'ai mis c'est pas bien. Voilà. Il faut réviser. Si le score obtenu entre 50 et 80, on pourrait mieux faire. Si c'est entre 80 et 100%, c'est bravo. Voilà. Et après, donc les autres paramètres sont pas spécifiques au test, sont des paramètres qu'on retrouve dans toutes les activités Moodle. Et donc, il n'y a pas besoin spécialement de regarder ici. Alors, Jean-François, j'ai récupéré mon fil. Je peux me connecter en filaire, si tu veux. Et je vais essayer si le partage d'écran marche mieux de mon côté. Allez, on tente. Ok. Je vois qu'il y a entre-temps Yannick qui pose une question. Ouais, qui a posé des questions là sur le... Tu avais répondu, Jean-François? Non, mais à ma connaissance, c'est pas possible. Bah, il faut en fait dupliquer le test Ouais, c'est ça. et après une restriction par groupe. Donc il faut créer les groupes préalablement dans l'espace de cours. Et voilà. Une fois que c'est fait, il est facilement dupliqué, duplicable comme n'importe quelle activité ou ressource Ouais, en fait, hein, comme Google. n'importe quelle activité, vous pouvez dupliquer ici. En fait. Voilà. Et après, effectivement, hein, vous faites les groupes dans votre cours et à chaque, vous attribuez en fait chaque test à chaque groupe. Ou alors combiner une restriction par activité avec une restriction par date. C'est-à-dire que il est ouvert à tous les groupes, mais le groupe A pourra le faire de ce jour-là à l'autre jour-là, le groupe B pourra le faire sur un autre créneau. Ouais. Si ça pourrait être une solution. Ouais. Donc, on continue avec mon, mon, mon webinaire difficile. Donc, la prochaine étape, en fait, c'est on a créé, la prochaine étape est de créer des questions dans le test. Pour faire ça, il faut aller dans, oui, c'est la restriction d'accès, en fait. On peut faire des jeux de restriction, Yannick. Et donc, combiner la restriction par groupe avec une restriction par. Donc, le même test, il n'y a pas besoin de dupliquer. Donc, restriction par groupe combinée avec restriction par date. Et c'est même intéressant parce qu'après, si on fait du test ou n'importe quelle activité par groupe, plus tard, on récupère des résultats et on peut voir quelle est la différence entre les groupes en termes de statistiques. Donc, il faut aller dans
Non, non, c'est pas dans le temps, c'est dans les restrictions, ça. Donc, dans le temps, c'est le temps à disposition en général du test, mais après, les restrictions pour chaque groupe, on les règle dans les restrictions d'accès. Donc, il faut... Voilà, merci. Ou alors, tout simplement, voilà, je crois qu'on peut mettre un date et ajouter une restriction par groupe. Mais nous, on n'a pas de groupe, donc on ne voit pas la possibilité de restreindre par groupe. Il faut tout d'abord les créer et après faire une double restriction. Donc, Jean-François, si tu remontes sur modifier le test, là, parfait. Donc, modifier le test nous permet d'ajouter des questions. Donc, vous voyez qu'il y a un bouton qui s'appelle, donc tout d'abord là, j'ai mis la note maximale à 20 parce que j'avais mis la note pour passer à 10. Et donc, il a trois possibilités d'ajouter des questions. Voilà, merci. On est un peu en décalage entre ma voix et tes manipulations, c'est normal. Donc, vous avez la possibilité, j'ai déjà ajouté trois questions qui sont toutes sur la même page. Si tu cliques sur ajouter, Jean-François, il y a trois possibilités. Donc, ajouter une question signifie que vous allez la créer. Tu peux cliquer une fois sur ajouter une question, comme ça on voit le sélecteur d'items. Donc là, on voit tous les différents items qu'on est possible de retrouver dans le test Moodle. Ok, tu peux annuler. Il y en a beaucoup, hein, même si on utilise beaucoup le choix multiple. Hein. Moi, 80% j'utilise le choix multiple. Et donc, les autres deux options sont si vous ajoutez une question, donc la première c'est une question, après il faut ajouter de la banque de questions, c'est-à-dire que vous avez accès à la banque de questions, voilà, donc vous choisissez une catégorie tout en haut, par exemple la catégorie grammaire, et là, dans la catégorie grammaire, vous choisissez manuellement, vous cochez quelles sont les questions qui vous intéressent. Là, là aussi, on peut annuler parce que j'ai déjà fait. Tu peux cliquer sur le... Voilà, tu peux faire disparaître la fenêtre. Troisième possibilité, vous ajoutez une question aléatoire, c'est-à-dire que vous retombez dans les catégories et vous dites pour la catégorie, par exemple, grammaire, je prends X questions. Et donc, la sélection des questions sera aléatoire. Voilà. Là aussi, tu peux annuler. Donc, pour la démo d'aujourd'hui, j'ai choisi trois questions. Une première question qui est de appariement, celle-là. Tu peux cliquer sur la roue, Jean-François, pour voir comment elle est composée. Et donc, tout d'abord, on va voir plus tard Régine pour ça. Donc, tout d'abord, le nom de la question, ça sert surtout à vous pour la retrouver dans la banque de questions. Et donc, si vous sélectionnez, il faut savoir de quoi parle la question. Donc, il ne faut pas l'appeler 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, mais quelque chose qui vous parle. Après, il faut le texte de la question. Donc, c'est la consigne que vous donnez aux étudiants. Donc, associer chaque article nominatif singulier à la liste qui est proposée. Voilà. Après, il y a le feedback général. Donc, le feedback général, c'est une forme de remédiation. En fait, c'est l'explication de la question. Et donc, là, j'écris en allemand, le masculin est der, le féminin est die, etc., etc. Numéro d'identification, c'est aussi pour retrouver la question. Et après, vous passez aux réponses. Donc, pour rappel, dans ce type d'item,
on a deux listes et il faut associer un terme d'une liste avec le terme de l'autre liste. Donc, je vais donner les réponses. J'ai trois questions où j'ai mis les réponses. La réponse est l'élément qui apparaît à droite après dans la liste. Donc, l'élément court, dans ce cas, il faut toujours, les ergonomes disent qu'il faut toujours que l'élément court apparaît à droite. Je pourrais mettre, moi j'ai mis une liste, trois questions, trois réponses, donc des listes qui ont le même nombre de termes. J'aurais pu ajouter une réponse de plus en laissant vide le champ question. Donc pour ajouter un peu de, je sais pas, de piment au questionnaire. Donc après, il y a le feedback combiné, qui est le feedback qui s'affiche en cas de réponse partiellement correcte ou incorrecte. Il est déjà, c'est pas moi qui l'a tapé, hein, il est déjà comme ça dans Moodle. Et encore plus en bas, les tentatives multiples, c'est-à-dire c'est des aides, des indices que vous fournissez aux étudiants pour les aider à répondre correctement à la question. Et ça, c'est à utiliser pour des tests plutôt formatifs. Donc là, j'ai mis le premier indice. Der Tisch est masculin en allemand, donc ils savent que la bonne réponse c'est éventuellement der, et l'autre, voilà, die, donc ils savent que le féminin est associé à die, die Zeit, etc. Et après, il faut décider si pénaliser ou pas l'utilisation des indices. Après, tag et compétences, enfin, et voilà, les tags, on ne l'a pas utilisé, qui a créé la question, etc. On peut passer à l'aperçu, Jean-François, pour voir qu'est-ce que ça donne comme question. Donc voilà, c'est comme ça. On a une liste de trois termes à droite et une liste de trois termes à gauche. Il faut trouver la bonne combinaison. Ah, tu es fort en allemand alors. Ok. Quelques restes. Donc là, on est en train, vous voyez, c'est une question qui vise la mémorisation, hein. On n'est pas allé sur des niveaux un peu plus engageants. Ok, tu peux la fermer, celle-là, Jean-François. Donc si vous cliquez tout en bas sur enregistrer, vous revenez au questionnaire. On va passer à la saisie de la deuxième question qui est déjà saisie. Et donc on va voir juste l'aperçu. Donc plutôt sur la gauche, Jean-François, comment ça se construit? Donc c'est juste à gauche de la roue. Oui, c'est ça. Donc là, on est en train de faire un vrai four. Donc comme tout à l'heure, je donne un nom à la question, je fais le texte de la question, je mets le feedback général, donc je réexplique le concept, et après je vais passer à la saisie des réponses. Donc dans ce cas, la réponse correcte est faux, et là il faut que je vous dise une chose, dans les questions de type vrai-faux, on a étudié, on est arrivé à la conclusion que les élèves répondent par adhésion. Donc, ils ont tendance à associer la réponse correcte avec le vrai. C'est pour ça qu'il est conseillé d'associer la réponse correcte avec le faux. Et aussi, en termes de conseil, il faut éviter de poser la question sous forme de double négation, etc. Mais on ne va pas y entrer aujourd'hui. Enfin, il faut que la question soit toujours claire et pas soumise à interprétation. Donc, le feedback, donc tout d'abord la réponse correcte donc, est associée au faux. Donc, quel est le feedback pour la réponse vraie que je donne? Ça s'appelle un feedback spécifique. Donc, c'est les feedbacks qui sont liés à la réponse. Et quel est le feedback pour la réponse faux, qui est la bonne réponse, du coup? Voilà.
Pour ce qui concerne les tentatives multiples, donc c'est pas intéressant sur un vrai-faux parce qu'en fait il y a deux possibilités, donc il n'y a pas trop besoin d'indices. S'il répond mal la première fois, bah, il a déjà automatiquement trouvé quelle est la bonne réponse. Donc là aussi on peut faire un aperçu, Jean-François, ici ou dans l'autre écran. C'est bloqué? Ok, l'aperçu, voilà, ça donne ça. Merci. Et donc, troisième item qu'on va voir, c'est le vrai-faux. Pardon, c'est le choix multiple. C'est un peu, voilà, c'est probablement le type d'item que vous connaissez mieux. Donc, toujours nom de la question, texte de la question, parmi les villes suivantes, quelle est la capitale de l'Allemagne? Donc, feedback général, donc explication de la question. Donc, c'est là que Régine avait posé la question. Donc, on utilise la question, veuillez choisir au moins une réponse. Peut-on l'enlever? Alors, si il y a une seule réponse, comme dans le cas d'une capitale, les étudiants verront afficher veuillez choisir la réponse. Si on en met plusieurs, effectivement, on trouve l'indication veuillez choisir au moins une réponse. Donc, si l'élément qui perturbe et qu'on ne dit pas aux étudiants combien d'éléments il faut choisir, bah ça, il faut le ajouter dans le texte de la question. Ou alors, dans le texte de la question, on peut dire une réponse, sans réponse juste ou plusieurs. Voilà, merci Jean-François. Donc, si on redescend en bas, après, il faut décider si les choix sont numérotés avec des chiffres arabes ou romans, etc. Donc, on passe aux réponses. Donc, il est conseillé d'en faire 4, 3 ou 4. Donc, moi, mon habitude à moi, je mets la première, la réponse correcte toujours en premier. Donc, la réponse correcte dans ce cas, c'est Berlin. Et là, il faut que la somme des bonnes réponses fasse 100%. Donc, si par hasard, il y a deux réponses qui sont correctes, il faut que chaque réponse fasse 50. Donc, Berlin, par contre, c'est la seule capitale de l'Allemagne, donc on peut rester sur 100. Et là aussi, on va donner des feedbacks spécifiques. Donc, à chaque fois, on justifie, on donne un retour pour chaque réponse qui a été donnée, que ça soit bonne ou mauvaise. Donc, après, on met les distracteurs, donc les fausses réponses. Autre élément qu'il faut décider, c'est si pénaliser les mauvaises réponses et de combien les pénaliser. Donc, moi, j'ai mis une pénalisation plus sévère pour la réponse 4, parce que les réponses 2 et 3, ils se sont trompés, mais ils sont restés quand même dans le pays, dans l'Allemagne. La réponse 4, il est allé chercher une ville qui est en Suisse. Donc, je considère que l'erreur est un peu plus grave. Vous pouvez aussi éviter de pénaliser les mauvaises réponses, mais dans ce cas, vous encouragez la devinette. Parce que imaginez que vous faites un test choix multiple où la réponse est multiple. Donc, l'étudiant qui coche tout, il n'est pas pénalisé pour les mauvaises réponses, et donc il aura tout le temps la note maximale. Alors, quelle est la différence entre ce type de question ou multiples réponses? En fait, j'ai l'impression que c'est des synonymes. En fait, en anglais, on dit que c'est un multiple choice, donc il doit donner
une ou plusieurs réponses à l'intérieur de plusieurs possibilités. Donc, désormais, je pense que réponse unique ou choix multiple, réponse multiple ou choix multiple, on l'utilise comme synonyme. Donc, plus en bas, Jean-François, on peut rajouter plusieurs réponses. Oui. Il faut encore voir les indices. Donc, les tentatives multiples. Voilà. Tu peux aussi parler à Jean-François. Donc, les tentatives multiples, là aussi, c'est des aides qu'on donne aux étudiants. Voilà. Ils ont la possibilité. Je lui donne deux indices. Premier, voilà, et aussi sa plus grande ville, etc. On le voit plus tard. OK, on peut enregistrer. Donc, on a créé trois réponses. Voilà, on a un questionnaire, un joli questionnaire. Voilà, ça donne ça, merci. Donc, on a un joli questionnaire avec trois items. Ça, on n'a pas encore réglé l'histoire de feedback à donner. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Voilà, et c'est ça justement la dernière partie qu'il faut voir. Donc, si tu remontes sur le test, Jean-François, et sur les paramètres, on va retrouver les options qui s'appellent comportement des questions et options de relecture. Et donc, c'est là qu'on décide si un test est plutôt formatif ou plutôt sommatif. Donc, là, on a sept. Ça, je l'avais vu, je l'avais mis sur le support, mais il sera à disposition du coup. Donc, vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne à chaque fois que vous choisissez une modalité particulière de comportement des questions. Il faut ouvrir à côté aussi les options de relecture. Il y a les quatre moments où on peut avoir accès aux différents feedbacks. Voilà, c'est ça. C'est pas le cas de le commenter en ce moment, donc de toute façon, ça sera mis à disposition. Merci. Et donc les options de relecture. Qui sont pris en bas. Donc on décide qu'est-ce qu'on donne comme information pendant le test, qu'est-ce qu'on donne comme information après, pendant que le test est encore ouvert, et qu'est-ce qu'on donne comme information une fois que le test est fermé. Donc pour l'instant, on va faire juste pendant la tentative et immédiatement après la tentative, c'est-à-dire une fois qu'il a confirmé qu'il veut déposer le test. Donc on fait ça. Donc premier cas, on fait un test sommatif. Donc pendant la tentative, l'étudiant a droit à l'information qu'est-ce qu'il a répondu, c'est-à-dire il faut cocher la tentative, et après il a le droit de voir combien de points il a réalisé. Donc voilà, on passe en prévisualisation. Okay. Non, ça c'est pas la bonne, Jean-François. Pardon. Repars sur, s'il te plaît, repars sur modifier le test, paramètres. Donc, comportement des questions, on met a posteriori. Voilà. Donc, c'est a posteriori. Merci. On peut repasser en prévisualisation du test. Donc, c'est a posteriori qu'il ne voit rien du tout pendant la tentative et il a les résultats une fois qu'il a terminé. C'est bien, tu as fait une faute comme ça, voilà, une deuxième faute, et troisième, c'est correct. Ok, donc terminer le test.
Donc il va dire, est-ce que vous voulez vraiment tout envoyer ou vous changez d'avis? Ben, tout envoyer est terminé. Voilà. Alors, quelles sont les informations qui arrivent à l'étudiant une fois qu'il a tout envoyé? Alors, tout d'abord, le temps, les informations de temps. Il a démarré à ce moment-là, il a terminé à ce moment-là, le temps qu'il a mis et les points. Donc, il a reçu une note globale de 84%. Et associé à ça, il y a un feedback global qui lui dit il faut réviser. Parce que ça, on l'avait mis dans le paramétrage du test. Et après, il a le droit de voir pas la bonne réponse, mais sur la partie gauche, sur la partie en gris de chaque question, il a le droit de voir combien de points il a reçus par rapport à chaque question. Donc là, il a pris 0,33, donc une réponse correcte sur 3. Là, il s'est trompé. Et sur la troisième, il a fait correctement. Donc, il a eu la note maximale. Donc, pas trop d'informations pendant la tentative, quelques informations après. Donc, ça, c'était un test sommatif ou certificatif. On va changer. On va passer à la modalité qui s'appelle feedback a posteriori. Pardon, feedback immédiat. Et donc, pour les options de la lecture, on dit que pendant la tentative, il faut modifier, je crois, Jean-François, quelques options de relecture. Pendant la tentative, il a le droit de voir les points, le feedback spécifique et le feedback général. Si on met aussi la réponse juste, ça fait un peu de redondance. Ok, donc après la tentative, par contre, on peut lui afficher pas mal de choses. Feedback général aussi, je crois, et si correct. Ou le feedback général. Oui, la réponse juste, en tout cas, ça fait redondance avec le feedback général. Donc, on peut repasser en prévisualisation. Donc là, on est en train de faire un test formatif. Donc, c'est une révision qu'on offre. Vous voyez qu'il y a un bouton qui s'est rajouté. Il y a le bouton qui s'appelle vérifier. Donc, il va vérifier, il reçoit des feedbacks immédiatement. Donc, ça lui dit la réponse est partiellement correcte, vous avez sélectionné une. Voilà. Et il y a le feedback général, celui qui est lié à la question qui apparaît. Là aussi, on peut faire vérifier, ça va lui dire bah, bravo, tout à fait. Et pour la troisième, c'est la même chose. Donc il y a le feedback spécifique qui s'affiche, qui dit non, pas du tout, Zurich se trouve en Suisse. Tout envoyé à terminer, donc il y a un certain nombre d'informations qui sont affichées après. Donc quelle était la réponse juste par rapport à ce qu'on a vu pendant la tentative. Donc ça donne déjà un peu plus d'informations par rapport à au test précédent qui était sommatif. Donc, troisième possibilité, et là on va faire apparaître les indices qu'on avait donnés. Donc on passe à la modalité qui s'appelle interactif avec essais multiples. Et les options de la lecture, je pense qu'on peut laisser les mêmes. Si correct, peut-être pendant la tentative, on peut aussi rajouter si correct. Bon, ça. Ok, on va prévisualiser celui-là aussi. Donc là, c'est les indices qui s'affichent. Mais les indices s'affichent seulement si la réponse est incorrecte. Donc vous voyez, l'indice qu'on avait prévu, c'est Der Tisch est masculin en allemand. Et donc, il y a encore un bouton qui s'affiche qui est le Essayer encore. Donc, il reçoit l'indice, il a la possibilité de corriger sa question. Alors que tout à l'heure, dans le feedback immédiat, il n'avait pas cette possibilité. Là, il a compris, vérifié, bravo.
Donc, le deuxième indice ne s'affiche pas. Il y a le feedback général qui s'affiche. Même chose pour la deuxième question, vérifier. Là, il n'y a pas, sur le vrai-faux, il n'y avait pas de indice. Donc, vous ne le verrez pas. Par contre, il y a l'indice sur le réponse multiple. Et donc, l'indice qui apparaît est la capitale de l'Allemagne et aussi sa plus grande ville. Donc, il peut essayer encore. Donc, il va encore se tromper. Donc, tu peux dire bonne, effectivement. Il va encore vérifier. Et le deuxième indice qui apparaît. Donc, la capitale de l'Allemagne se trouve dans l'est du pays, pas loin de la frontière polonaise. Je pense que désormais, il a compris. Donc, c'est plutôt Berlin. Zurich, non, Berlin, parce qu'on n'a pas prévu un troisième indice, donc on ne pourra pas le montrer. Berlin, voilà, tout à fait, ok, voilà. Du coup, on l'a pénalisé cette fois. Si on revient sur tout envoyé et terminé, on verra les points qui sont associés à chaque réponse. On verra qu'il a utilisé l'indice et donc il est pénalisé sur la troisième. Donc normalement, il a 0,33 parce qu'à chaque fois qu'il s'est trompé, on lui a levé 0,33 points. Ok. Oui, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, on peut insérer une photo aussi dans le texte d'un QCM. Hein. Au lieu d'insérer un texte, on peut mettre très bien une photo. Hein, ça, je l'ai vu déjà. Sinon, il y a le glisser, déposer sur image, je crois qu'il pourrait faire ça. Voilà. J'ai peur que la classe virtuelle va s'interrompre à 15 heures, Jean-François, où il y a un peu de tolérance. Alors, il est prévu qu'elle s'arrête à 15 heures, mais je crois que tant qu'on est dedans, ça continue. Oui. Bah, il y a une dernière chose donc, que je voulais montrer, c'est les catégories. En fait, à chaque fois qu'on tape une question, il va se ajouter automatiquement à la banque de questions du cours. Donc, pour le trouver, il faut monter au niveau cours. Donc, Corona Webinaire, Mario, c'est ça le nom du cours. Voilà. Et donc, comment organiser les catégories? Moi j'avais créé 5 questions, j'ai décidé d'en proposer 3 aujourd'hui. Et donc, les catégories pourront être organisées par niveau, par exemple. Si vous êtes effectivement dans une langue étrangère, vous pouvez dire ça, c'est les catégories de niveau A1, A2, etc. Donc, par niveau de difficulté ou alors par argument, par domaine. Et donc, par exemple, voilà, vous êtes enseignant dans un cours de langue et civilisation allemande, donc vous avez plusieurs domaines. Vous pouvez créer la catégorie grammaire, la catégorie histoire, la catégorie civilisation, la catégorie géographie, etc. L'inconvénient est que si vous avez plusieurs cours sur la même plateforme, il n'est pas simple de transporter une catégorie d'un cours à l'autre. Il faut faire alors la banque de questions en général d'un cours à l'autre. Il faut alors faire un export, donc cliquez sur exporter, et là vous avez la possibilité de faire un export en format XML Moodle. Ou alors là, ce que Jean-François est en train de faire, il faut sélectionner d'abord, Jean-François, les questions. Et là, ça permet de déplacer les questions d'une catégorie à l'autre
dans le même cours, ou alors si tu vas tout en haut sur l'onglet exporter, l'onglet exporter, là tu as la possibilité d'exporter une question, une catégorie. Enfin, là, on est en train d'exporter toute la banque de questions, donc il faut choisir le format XML Moodle. Et par contre, dans le cours où on fait l'opération inverse, donc on importe, il faut importer ce fichier-là au format XML. Voilà, en gros, ce que je voulais vous présenter pour l'activité test, malgré les difficultés qu'on a eues aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Donc, mon habitude à moi, c'est quand je crée des questions, je remplis tout. Je mets tous les bonnes réponses, les mauvaises réponses, les feedbacks, les feedbacks généraux, les feedbacks spécifiques, les indices et tout ça. Et après, c'est au moment de la soumission du test, je pourrais dire ça, que je décide si le test est formatif ou sommatif. Donc, je décide quel est le niveau de rétroaction que je donne aux étudiants pendant le test et après le test. Et par contre, si vous n'avez pas, bon, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous pouvez démarrer avec les éléments essentiels. Donc, juste la bonne réponse, les mauvaises réponses et l'indication de qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est pas bon. Et après, vous avez toujours le temps de revenir plus tard et de l'enrichir. Et il faut aussi savoir qu'il y a toujours cette histoire des trois feedbacks qui pourront être affichés. Donc, le feedback global qui est lié au score, qui se paramètre donc, dans le paramétrage général du test. Il y a le feedback général qui est lié à la question, et il y a les feedbacks spécifiques qui sont liés à la réponse. Donc, c'est à vous après de décider à quel moment, quel est l'intérêt pédagogique de faire apparaître ou pas les différents feedbacks. Voilà. Vous Ok, pouvez... juste pour bien comprendre aussi, parce qu'il y a quelque chose quelquefois qui parle, en fait, faut bien imaginer que quand vous allez faire un test, en fait, c'est une boîte vide, et que vos questions, en fait, viennent remplir cette boîte. Parce que quelquefois, il y a un peu de confusion entre le calcul, on se dit, tiens, je vais rajouter des questions, et le calcul qui est fait au niveau des questions. Vous ne pouvez faire un calcul, en fait, global à partir du moment où vous avez mis plusieurs questions et dans un même contenant, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a Oui, en fait, une dernière question ou pas. Voilà, donc cette petite présentation. Alors avec les soucis techniques, je crois que finalement ça a été assez fluide. Je crois Marie, on a bien compris toutes les possibilités. Voilà, ça fait partie de toute une série de webinaires qu'on propose pendant la période de confinement. Je vois que certains d'entre vous sont des fidèles, donc on est ravis que ça vous plaise. Il y en a d'autres donc qui sont prévus. N'hésitez pas non plus à en parler bien sûr autour de vous. Hein. Les salles sont ouvertes et on a encore de la place. Demain on aura plusieurs autres webinaires demain donc sur la mise en place du forum. Ça c'est pour non pardon autant pour moi on est déjà le 3 avril. On va avoir deux webinaires en fait, un sur iSpring qui est un outil qui permet en fait de produire du contenu multimédia, donc avec des simulations de dialogue, donc ça peut être intéressant à découvrir. Et puis un autre outil qui s'appelle SkillyTools, qui est également un outil pour plutôt ludifier les activités présentées par Isabelle Rebaud de l'atelier du formateur, que l'on anime ou qu'on co-anime avec Isabelle. Voilà, donc oui, alors iSpring, il a dû être mis en ligne aujourd'hui, c'est demain à 10 heures. Voilà, alors surveillez bien parce qu'on les met, on en a plusieurs là qui se mettent en place, donc on va en avoir d'autres qui vont venir compléter un petit peu tout ça. Et bien sûr les supports on aura le replay hein, de ces différentes classes pour pouvoir, enfin, ces différents webinaires là pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient aussi partagés par la suite. Voilà.
au plus grand nombre. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne deuxième partie d'après-midi. Merci beaucoup Mario d'être intervenu aujourd'hui. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont prévus. Mais c'est la première fois que ça me le fait. Évidemment, en ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de saturation. Et après, je voulais juste ajouter, bon, on met Oui, ça sature le, un petit peu, ouais. le support qui était prévu. Donc, dans le support, normalement, vous pouvez refaire toutes les manips que Jean-François vous a montré. Il y a tout, c'est vraiment sous forme de tutoriel. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des webinaires sur les parties techniques de Moodle Thierry, alors sur quelle partie peut-être plus précisément, parce que ça peut, voilà, ça peut se réfléchir, hein, ou en tout cas, on peut le mettre en place si vous me donnez une ou deux précisions sur ce que vous aimeriez y voir. Cohorte et rôle, d'accord. Je vais voir s'il y a quelqu'un de chez nous qui pourrait, voilà, parler un petit peu de ça. Ok. Merci beaucoup. Bon après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci. Oui, vous prenez contact oui, par mail ou directement sur notre site. Hein, pas de problème. Au revoir. Au revoir.